Allô les filles! Je suis contente qu'on se retrouve. Nous, ça faisait longtemps, Sandrine et moi, qu'on n'avait pas filmé d'épisode. Puis aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On a un invité avec nous. Oui, bienvenue dans le podcast, Cathy. Est-ce que on peut te laisser la place, en fait, là, si tu souhaites te présenter pour l'auditoire? Oui, je m'appelle Cathy. C'est dur, de se présenter. Ouais, c'est toujours une bonne question. Oui, c'est ça. Faut-tu que je dise mon âge, où j'habite, ce que je fais dans la vie, c'est quoi? En général, tu peux dire ton âge, tu peux dire qu'est-ce que t'aimes, tes passions. OK. C'est quoi que tu fais. C'est bon. Qu'est-ce qui te vient en tête, là? OK. J'ai 27 ans. Je suis... ça fait pas longtemps que je suis diplômée comme intervenante en travail social. Donc, je travaille dans un organisme en santé mentale, La Traversée. Puis, c'est ça, j'aime beaucoup l'art, la couleur, les animaux. C'est pas mal ça. Ouais. Je me décrirais comme ça. C'est une belle description. En tout cas, moi, cette description-là, ça me donne envie d'être ton amie. Ça marche bien! Ben oui, puis tu es intervenante à La Traversée depuis combien de temps, Cathy? J'ai commencé en novembre 2023. Donc, c'est fraîchement arrivé. Ça va faire bientôt 1 an. Oui, c'est ça. Mais ouais. Tu vas fêter bientôt là, ton 1 an ici. Exactement. Puis en tout cas, là, ça diffère peut-être un peu, mais je suis curieuse. T'as-tu eu d'autres expériences d'emploi ou d'autres expériences de stage avec la santé mentale, justement? En fait, j'avais fait un passe-action, donc un programme de réinsertion au marché du travail ici à La Traversée. Okay. J'ai commencé ça, je pense, en 2016-2017, dans ces eaux-là. Puis j'ai été ici pendant 3 ans, donc pour essayer d'avoir confiance en moi, puis de pouvoir se réintégrer le marché du travail. Fait que ça a été comme un peu mon premier travail. Ouais. Tu sais, j'avais 18 ans, mais j'avais jamais vraiment travaillé parce que j'étais beaucoup trop anxieuse. Fait que j'étais venue chercher de l'aide ici pour ça. Puis j'étais vraiment bien ici, je me sentais bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est le temps pour moi d'aller voir ailleurs, voir ce que je peux faire. Puis je suis allée travailler dans un organisme qui s'appelle le Jardin Floral. Donc je suis allée travailler avec les fleurs. Puis j'étais vendeuse, puis ça, je n'en croyais pas mes yeux. Parce que moi, travailler avec le public, pour une ancienne personne qui faisait de l'anxiété sociale, même de la phobie sociale, c'est pas quelque chose que j'aurais cru être possible. Par après, je suis allée faire mon cours en intervention en travail social. Puis je suis revenue dans mes belles chaussures, non pantoufles, belles pantoufles, parce que j'étais bien à La Traversée. Puis je voulais redonner ce que j'avais reçu au final. Donc, tu as été, c'est ça, membre de La Traversée, puis là, aujourd'hui, intervenante de La Traversée. Exactement. Oui, ça fait une belle boucle. Oui, absolument. C'est beau ce que tu dis aussi, c'est que tu redonnes ce que tu as reçu, puis tu sais, toi-même, tu l'as vécu de qu'est-ce que ça a permis, comme de faire naître en toi. Tu sais, tu as vu l'évolution que ça t'a permis de vivre, là, autant justement pour l'anxiété, puis c'est un très, très touchant parcours, selon moi, que de voir ça avec un recul, puis de voir tous les progrès que tu as pu faire, que tu n'aurais peut-être jamais pensé être capable de faire. Non, j'aurais jamais pensé ça. Ouais. Vraiment pas. Je pense que c'est de ça aussi qu'on va pouvoir parler aujourd'hui, puis approfondir, parce que c'était notre premier témoignage. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de ton trouble de la personnalité limite, mais on trouvait important de nommer qu'on ne va pas parler juste du trouble de personnalité limite, on veut vraiment parler, toi, Cathy, qui es-tu avec ce trouble-là, mais tout ce qui englobe, en fait, ta santé mentale avec le trouble, mais pas juste c'est quoi le trouble de personnalité limite. Fait que je pense que ça va pouvoir aussi enlever des tabous par rapport à ça, parce que, en tout cas pour ma part, c'est beaucoup ça qu'on a parlé là, dans les cours, qu'il y a extrêmement de tabous sur ce type de trouble-là, parce que je pense qu'on en parle beaucoup moins. Mettons, je donne un exemple, l'anxiété, de nos jours, on en parle, tout le monde est capable d'en parler, mais la santé mentale est beaucoup plus large que ça. Donc c'était pour ça aujourd'hui qu'on voulait t'inviter à participer à cet épisode. Oui, et puis ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup
beaucoup de préjugés vis-à-vis des TPL. Ouais. Puis ça devient des fois très heurtant, là. Puis même parfois directement dans les milieux d'intervention en santé mentale. Ouais. Fait que ça, c'est frustrant, puis Ouais. c'est révoltant même, là, parce que tu fais comme, ben, t'es supposé de m'aider, puis finalement tu me juges, puis tu ne veux pas me croire parce que sur mon diagnostic, c'est pas... ben ça, c'est pas tant quelque chose que j'ai vécu, mais que j'ai entendu au travers, puis que... Ou ben que j'ai entendu aussi... tu sais, au travers ben, on travaille des branches, point. Mais je trouve ça affreux. Oui, c'est ça. Même dans le milieu de l'intervention, il y a des préjugés envers les personnes qui vivent avec ce trouble-là. Là. Oui. Absolument. Ben, tu sais, en tout cas, moi, ce que je remarque beaucoup là, dans le milieu de l'intervention, c'est qu'il y a comme un découragement de certains intervenants en général envers la clientèle, là, justement, TPL. Parce que c'est une clientèle qui a comme beaucoup, genre, un effet là, porte tournante. Fait que, tu sais, de comme accéder à un service, puis là, il y a comme soit un abandon du suivi qui se fait d'un côté ou de l'autre. Puis là, à cause de tout ce qui est des délais ou du côté administratif, on ferme le dossier, on réouvre une demande éventuellement. Fait que ça crée comme un découragement, mais tu sais, ça se peut aussi que c'est juste que comment le système est fait actuellement, ben ça fait en sorte que cette clientèle-là tombe dans des quêtes de divan, là. Tu sais, peut-être que notre découragement, ça devrait plutôt être nommé comme un sentiment d'impuissance envers un système qui ne répond pas aux besoins d'une clientèle comme Exactement. ça. Exactement. Puis, je trouve que tu l'expliques très bien. J'avais fait dans un de mes cours de recherche là, au bac sur les intervenants qui interviennent auprès des personnes qui vivent un trouble de personnalité limite pour savoir pourquoi il y avait ce découragement-là ou pourquoi tous les préjugés qui entouraient. Puis dans nos recherches, ça a beaucoup ressorti que les intervenants ne savent pas comment intervenir avec cette clientèle-là. Ils n'ont pas beaucoup d'outils. Donc eux-mêmes, ils se trouvent extrêmement impuissants puis ils ne savent pas quoi faire. Tu sais, je pense que ça, comme que tu as dit, c'est pas simplement l'intervenant. Je pense que c'est la société en général, puis aussi dans les cours en intervention, d'avoir plus d'outils par rapport à ça. Là. Oui. Ben, tu sais, sans trop m'avancer, mais comme pour être une ancienne étudiante puis être actuellement une intervenante, souvent quand on sonde les gens qui vont dans le domaine de l'intervention, une réponse qui revient souvent de pourquoi ils ont choisi l'intervention, c'est parce que soit ils voulaient sauver quelqu'un dans leur vie, ou tu sais, ils se sentaient comme « Ah, ben on m'a toujours dit que j'avais une bonne écoute, tu sais, je recevais bien la détresse des gens », mais c'est souvent comme un rôle dans lequel il y a relativement un inconfort face à la souffrance puis la détresse. Puis donc, on veut éteindre les feux. Sauf que quand le feu, c'est ce qui est ta personnalité, quand c'est quelque chose de permanent chez toi, tu peux-tu vraiment vouloir l'éteindre? Parce que si tu souhaites l'éteindre, t'es comme dans une... T'es mis en échec, en fait, dans ton intervention. Puis c'est souvent, je pense que si les interventions, il y a vraiment une approche orientée vers les solutions, qui est rapide, qui est concrète, où les résultats vont être concrètement observables, ben la clientèle avec un trouble de personnalité, puis pas juste limite, mais tout trouble de personnalité, c'est pas une clientèle que cette vision-là d'intervention va être adaptée. Puis, tu sais, c'est pour ça là, que c'est dommage, justement, là, quand la seule vision qu'on a de l'intervention, c'est peut-être une vision qui est comme beaucoup comme dans le système de santé, ou qui est comme très... je sais pas comment dire ça, mais on va dire inflexible, par exemple, c'est que ça peut nous amener à penser que toute intervention va être inflexible, toute intervention va être mésadaptée à notre profil, à notre personnalité. Tandis qu'au final, c'est juste qu'on n'a pas trouvé chaussures à notre pied, puis ça se peut que chaussures à notre pied soit dans l'alternatif, par exemple, dans le communautaire. Oui. Très bien dit. Ben, si on peut commencer un petit peu plus dans le sujet, je me demandais pour toi, c'est quoi le trouble de personnalité limite? Oh, pour moi, le trouble de personnalité limite. Ben déjà, si on décortique un peu, le mot trouble, donc c'est un problème. Ouais. Le sens, là. Mais un problème, ça se règle. Ça se règle, tu sais, des fois, tu as un petit trouble avec ton auto, ben, tu essaies de l'arranger. Donc, personnalité,
c'est ce qu'on est. Ouais. Limite, c'est quelque chose que... Ben, c'est une limite, là. Je ne sais pas comment dire dans un autre mot. Là. Donc, le trouble de la personnalité limite... Personnel. Ouais, c'est ça, j'ai comme fait... Je pense que j'ai oublié des mots, là. Des lettres. Le trouble de personnalité limite, c'est plus quelque chose qui est dans la... C'est toujours comme sur le bord. Tu sais, on navigue entre le... C'est correct, on est habitué de tomber. C'est correct, on tombe. Tu sais, c'est jamais quelque chose qui est stable. Fait que c'est épuisant. C'est très épuisant. Puis c'est dur à comprendre soi-même aussi. Parce que c'est un peu comme les montagnes russes. C'est exactement les montagnes russes. Là. À un moment donné, t'es en haut d'une côte, puis après tu descends, tu fais qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, puis ouais, je sais pas si c'est clair. Maintenant, j'adore ta définition. Ok. Ben moi, j'aime bien l'exemple des montagnes russes, là, puis des fois, c'est un peu comme ça, puis on peut des fois l'expliquer avec les personnes qui aiment avoir une image. C'est une montagne russe d'émotions, fait comme que ça peut être des émotions qui sont plus faciles, qu'on aime plus, comme la joie, le bonheur, tout ça, comme les émotions qui sont plus inconfortables, la colère, la tristesse, encore plus. C'est vraiment c'est vraiment plein de montagnes qui montent, qui redescendent, qui montent. Là. Absolument. Puis s'il y avait une distinction à faire aussi, il faut le mentionner, le trouble de personnalité limite, c'est pas la même chose que le trouble borderline, j'allais dire bipolaire. Je recommence. J'ai peur. Donc, s'il y a une chose à mentionner aussi, en fait, là, c'est que le trouble de personnalité limite, c'est pas le trouble bipolaire. Même si dans le trouble bipolaire, en fait, là, l'humeur, justement, là, ça va osciller, ça reste que c'est comme des phases qui vont être relativement longues, puis que ce soit de type 1 ou de type 2, ben, la phase qui va être maniaque ou hypomaniaque, ça va comme dépendre de l'intensité et des conséquences sur le fonctionnement. Mais ça reste que c'est des phases qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tandis que dans un trouble de personnalité limite, il y a tout plein d'autres aspects que justement l'instabilité, puis les changements, tout ça, mais il y a aussi le fait que ça peut changer très rapidement. Tu peux être comme dans en fait, il y a le sentiment de vide, qui va être très fort, qui va toujours être là, mais qui va être là aussi même quand tu as l'impression d'être très verbomoteur, puis d'être comme dans les gros projets, puis l'esprit de grandeur, ben le sentiment de vide, il reste là. Même quand tu es en haut de la montagne, tu peux ressentir le sentiment de vide. Là. Absolument. Puis c'est important de distinguer les deux, parce que c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes traitements. Puis tu sais, il y a une partie aussi souvent là, des préjugés envers les personnes TPL, que ça vient des préjugés qu'on a d'emblée envers le trouble bipolaire, justement. Là. Que tu sais, ça se résume vraiment pas juste à l'humeur, tu sais, il y a l'aspect aussi du fonctionnement qui va être impacté. Puis oui. Faut aussi mentionner que le trouble de personnalité limite, ben, il y a certaines critiques qui sont faites envers comment on le traite, envers comment on le reçoit. Un fun fact en fait que j'ai sur le TPL que j'ai appris comme ça dans mon intervention, c'est que c'est un trouble un peu plutôt un diagnostic en fait que chaque critère rejoint un autre trouble ou plusieurs autres troubles. Donc c'est très facile de soit se tromper dans le diagnostic qu'on donne, l'attribuer à un autre trouble ou inversement donner ce diagnostic-là et que ça soit comme... Donc, c'est très, très important d'avoir quelqu'un en qui on a confiance en ses compétences pour nous diagnostiquer. Qu'on a l'impression que c'est complet comme évaluation pour éliminer peut-être les autres causes ou éliminer les autres possibilités diagnostiques. Je pense qu'on peut le voir aussi que parfois, ça peut prendre du temps à avoir ce diagnostic-là parce que, comme Sandrine l'a dit, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Puis, c'est pas... T'sais, comme tu as dit, on pourrait peut-être se tromper avec le trouble bipolaire, mais il faut vraiment regarder la personne dans son environnement pour être capable de bien diagnostiquer. Puis moi, je me demandais si tu te sentais à l'aise
c'est, tu sais, à quel âge à quel âge tu as été diagnostiqué, tu sais, comment tu as appris ça, est-ce que c'est que tu t'en doutais et tout? OK. Beaucoup de questions en ouais. quelques phrases. Mais non, c'est tout, puis ils peuvent tous être répondus dans la même réponse. Là. Ouais. Mais c'est dur à répondre parce que quand ils m'ont diagnostiqué, ils pouvaient pas me diagnostiquer parce que j'étais ado. Ouais. Donc, ado, ça ressemble au TPL. Ouais. Fait qu'ils font comme, il faut attendre que tu sois adulte pour qu'on puisse te diagnostiquer si tu es vraiment TPL. Mais, tu sais, mon adolescence, j'avais beaucoup de phases autodestructrices, beaucoup dans l'excès, l'instabilité émotionnelle fois 1000. Même chose au niveau des relations. Tu sais, ça allait pas bien. Je filais vraiment pas bien. Ça fait que je voyais justement une pédopsychiatre parce que je faisais aussi des tentatives de suicide. J'avais besoin d'aide, donc mes parents m'ont aidé à trouver de l'aide. Et donc, ils ont pensé à ça, mais ils ne pouvaient pas tout de suite m'enligner vers ce diagnostic-là. Par contre, ils ont vu que je faisais beaucoup d'anxiété, donc ils savaient que je faisais de l'anxiété, ils m'ont traité pour l'anxiété. Okay. Après, j'ai eu ma passe aussi de phobie sociale, que là, tu sais, je sortais pas du tout de la maison. Donc ça aussi, on a travaillé beaucoup avec ça. Puis quand j'ai eu mes 18 ans, ben là, ça a été comme... Oui, mais j'étais comme déjà au courant, d'un sens. Donc ça n'a pas été comme révélation... Voici ce que je suis, c'est pourquoi je suis comme ça. C'est un petit bout que je m'en doutais parce qu'on avait déjà parlé. Des fois, j'y croyais, des fois, j'y croyais pas. C'était difficile à savoir. Oui, quand je lisais comme les informations sur le Wikipédia, j'étais comme, ben oui. Mais quand j'ai eu ma première comme réunion avec d'autres personnes qui vivaient le trouble de la personnalité limite, j'étais comme, je suis pas à ma place, là. T'sais, eux, ils ont vécu des traumatismes infernales, là. Il y en a qui se faisaient battre, il y en a d'autres qui se sont fait toucher. Puis là, j'étais comme, mais j'ai pas vécu ça, là. Fait que ça devrait pas être ça que je vis, ça devrait être d'autres choses. Puis, je suis quelqu'un quand même de très introverti. Puis, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui étaient TPL, c'était tous des gens qui... très explosif, là. Fait que j'étais comme, ben, je devrais pas être TPL, là. Mais oui, là, tu sais, finalement, oui, c'est ça que je suis, puis c'est correct, on n'est pas pareil. Chaque humain est différent, chacun a sa personnalité, puis moi, ça se traduit différemment, c'est tout. Puis là, je sais pas si je réponds à toutes tes questions. Oui. Ben, en tout cas, moi, ça avait bien répondu à vous. T'as dit plein de choses qui m'ont comme... Absolument. Qui m'ont donné plein d'idées de questions. Je sais pas si, Sandrine, tu veux y aller. Ben, tout d'abord, tu sais, je veux rebondir sur ce que tu disais dans le sens de sentir que t'étais pas... de douter, en fait, du diagnostic parce que tu te sentais pas représenté par les gens qui avaient ce diagnostic-là, qui étaient, eux, plus explosifs. Tu sais, il faut savoir, c'est ça, comme avec le TPL, en fait, on a comme des profils internalisés et des profils externalisés. Puis même les deux, ça peut être à des niveaux là, de sévérité différents aussi. Est-ce que tu peux juste dire internalisé, puis qu'est-ce que ça veut dire? Grand plaisir. En fait, internalisé, là, ça va souvent, c'est un terme qu'on applique aussi là, en règle générale là, pour les problématiques de santé mentale, où ça va être beaucoup vécu à l'intérieur de soi, que ce soit par le biais, mettons, de l'humeur ou de symptômes anxieux. Donc, tu sais, on peut penser à quelqu'un qui a un discours comme très, très négatif envers soi-même, que, tu sais, dans ses pensées, genre, il va beaucoup questionner ses relations, beaucoup les mettre comme à l'échec, mais dans ses actions, c'est comme s'il y allait avoir un frein, il va y avoir comme un mur qui va se faire ou que ça va pas acting up là-dessus. Okay. Tandis qu'externalisé, on peut plus penser comme par exemple à des troubles de comportement, à de l'impulsivité, beaucoup comme de colère, de l'auto-sabotage direct, par exemple, si on parle des relations. Mais dans les deux cas... C'est plus facile à voir. C'est ça, on le voit, tu sais, on peut le remarquer, puis, tu sais, souvent, comme on va tendance à invalider les troubles ou le vécu quand ça va être internalisé,
Puis on va avoir tendance, d'un autre côté, à reprocher quand ça va être externalisé. Dans les deux cas, on se sent comme perdant parce que, tu sais, quand tu veux avoir de l'aide, c'est comme ça, on te fait dire, ben, c'est ta faute, faut que tu te contrôles, mais quand comme tu te contrôles, que ce soit volontaire ou non, ben là, ben, t'es sûr que t'as quelque chose puis que t'as besoin d'aide. Tu sais, c'est une situation perdant-perdant. Donc, c'est vraiment comme une distinction là, qui est importante à faire parce que dans tous les cas, ben, ça peut bouillir dans nous. Dans tous les cas, qu'on l'externalise ou non, là, ben, on peut avoir un discours intérieur qui est comme tellement critique ou un discours intérieur qui va tellement être comme te questionner de est-ce que cette relation-là n'est pas vraiment bonne pour toi, la personne va finir par t'abandonner. Puis même si tu mets un frein à ça, pour pas que ça ait d'impact directement sur tes relations, puis ça va quand même avoir un impact sur ton vécu de la relation. Fait qu'on le voit ou pas, c'est là. C'est là, exactement. En tout cas, c'est bien à préciser. Souvent, je pense qu'on a peut-être une tendance un peu plus à diagnostiquer quand c'est justement quand c'est externalisé. Donc, ça fait en sorte que que ce soit des thérapies de groupe ou quand on va être en contact avec d'autres, mais on va avoir l'impression de ne pas être représenté quand on est internalisé. Mais c'est important, la représentation. Mais je trouve ça bien aussi, tu sais, qu'aujourd'hui on parle avec toi, puis c'est peut-être, les personnes n'ont peut-être pas l'idée d'une personne qui vit un trouble de personnalité, que ça peut être plus à l'intérieur, tu sais, qu'ils vivent plus à l'intérieur, qui vont moins avoir de gros comportements. Fait que je pense que ça peut aussi faire une différence. Déjà qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve qu'on en parle encore moins. Oui. Puis, tu sais, toi, tu as dit que tu t'en doutais un peu avec le diagnostic, vu que tu avais déjà de la relation d'aide, là, en fait. Puis, mettons, la fois qu'ils t'ont peut-être dit, ça ressemble peut-être à un trouble de personnalité limite. Est-ce que, comment tu te sentais? Est-ce que ça te fait du bien de savoir ça ou en oui, quand même. Oui. Excuse-moi, je repense c'est bien correct. Parce que je me souviens d'avoir écrit dans mon journal petite, moyennement petite, en tout cas. Voilà. Plus jeune. Ouais, c'est ça, plus jeune, au fond, que j'aimerais qu'on trouve que désolé le terme, mais dans le temps, j'avais pas les bons mots, mais que je trouve qu'en fait, qu'on voit que je suis folle pour enfin que je puisse me comprendre. Fait que quand on m'a parlé justement du trouble de la personnalité limite, ben là j'ai lu là-dessus puis je fais oui, tu sais, je coche ça. Fait que là je fais comme enfin, tu sais, je me suis un peu trouvée. Parce que aussi le trouble de la personnalité limite, c'est avoir comme une distorsion un peu de qui qu'on est. Fait que là j'avais de quoi me raccrocher un peu là. Fait que c'était comme devenu un petit peu mon identité. Ouais, c'était difficile pour toi de trouver ton identité dans la société qui tu es, là. Ouais. Ben oui, puis tu sais, c'est... En fait, on n'a pas parlé à la question d'avance, là, donc si elle est à couper, on va la couper, là. Mais en fait, là, quand on est face à un diagnostic là, de trouble de personnalité, qu'est-ce qui... J'imagine qu'il y a tout plein d'émotions qui te venaient, même si sur le moment on se sent comme validé, on a l'impression, est-ce qu'il y a un sentiment aussi d'impuissance qui est associé au fait que c'est dans la personnalité, il y a des trucs qu'on peut pas nécessairement échanger par rapport à... C'est une bonne question. Je pense que ce qui est bien, c'est que la pédopsychiatre, puis après les psychiatres, ils ont surtout raccroché au mot trouble. En fait, c'est un trouble. On peut essayer de régler ça. Tu sais, c'est pas une maladie, hein. T'es pas malade. On peut essayer d'arranger ça pour que ce soit plus facile à vivre. Ouais. Fait que je me suis raccrochée à ça, surtout. J'aime le mot « plus facile à vivre » dans le sens que ça va peut-être jamais disparaître, mais tu vas apprendre à vivre avec pour que tu te sentes le mieux possible dans la société, là, en fait. Là. Oui. Oui. Puis ça vient, disons, actualiser tes attentes sur qu'est-ce qui est réaliste, mais qui aussi est en ton pouvoir, en fait, là, pour que l'environnement corresponde plus à ton profil, pour que, justement, tu puisses avoir des attentes adaptées envers ce qui est réalisable ou non.
Là, tu as parlé un peu comme de l'environnement et tout, puis si tu te sens... Bien évidemment, toutes les questions, c'est si tu te sens à l'aise. Oui. C'était sûr que ça allait faire ça, qu'on allait avoir des questions qui allaient popper comme ça. Mais parce que tu disais que c'est tes parents qui ont fait en sorte que tu ailles chercher de l'aide vu que tu étais mineure. Puis, est-ce que eux, par rapport au diagnostic ou juste par rapport que tu allais chercher de l'aide, est-ce que tu sais comment ils se sont sentis? Parce que parfois, avoir un enfant qui va chercher de l'aide, parfois ça peut nous faire du bien, mais d'autres fois, on peut voir ça comme hey, il se passe de quoi là? C'est une très bonne question parce que je crois que j'ai jamais demandé exactement mes parents comment ils ont vécu ça. Ouais. Parce que la première fois que mes parents ont dû chercher de l'aide pour moi, j'avais 9 ans. Puis j'avais parlé à une amie que je voulais mourir. Puis que j'étais pas bien. Puis que je sais pas. En tout cas, mes parents l'ont su. Puis après, j'ai rencontré une travailleuse sociale. Fait que j'ai commencé à avoir un suivi là. Puis j'ai fait une première tentative vers l'âge de 12-13 ans. Fait que là, après, ça a été comme la pédopsychiatrie. Ouais. Mais je sais que... c'est ça, mes parents, ils m'ont pas beaucoup exprimé leurs émotions, ni qu'est-ce qu'ils ont ressenti vis-à-vis de ça, mais je savais qu'ils étaient là, puis qu'ils s'inquiétaient. Là. Mais je sais pas exactement s'ils étaient soulagés que je sois suivie. Sûrement, je peux pas croire. Je pense pas qu'ils font comme « Oh non, suivi. » Non, tu sais, je pense que... Et même que, tu sais, ma mère, je pense qu'elle était soulagée que... Parce qu'elle voyait ma détresse, c'est à elle que je déballais des fois toute mon malheur que j'avais dans le cœur, finalement. Fait que là, moi, elle savait qu'il y avait quelqu'un d'autre à qui aussi que je pouvais me raccrocher, là, pas juste elle. Fait que t'as ressenti de la détresse, tu sais, quand même à un jeune âge, là? Oui. Mais je me souviens pas exactement pourquoi, mais c'est surtout, c'est ça, c'est un mal-être. Un gros mal-être que j'avais. C'est ça. Est-ce que justement, grâce au... parce que c'est ça, c'est quand même pris quelques années avant justement que tu lises sur le TPL, que tu saches que en fait c'était ça qui arrivait, c'était ça ce qui était. Est-ce que ça t'a permis de changer ton regard sur ton enfance ou sur certaines choses que tu avais vécues avant justement de savoir que le TPL existait? Oui, mais en même temps, on dirait que plus que, tu sais, même dans le DSM, ils disent que ça commence à l'âge adulte. On dirait que je peux pas, comme, dans ma tête, relier mes détresses émotionnelles de jeunesse à ça. Donc, je peux pas... Je sais pas ce qu'elle avait, la petite Cathy, finalement, là, à part qu'elle était malheureuse, je sais pas. Là. Mais oui, là, tu sais, d'après moi, c'est à peu près le même sentiment qui m'habite encore, fait que ça doit être encore ça. Fait que peut-être qu'il existe le TPL chez les enfants, je sais pas. Ça serait une question à poser à un psychiatre. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de psychiatre. C'est ça, à moins qu'il y en ait un caché, mais... Non. Par contre, il faut quand même aussi, il faut prendre la peine de distinguer que c'est ça, le diagnostic peut juste être posé une fois rendu à l'âge adulte. Puis que, mettons, sans nécessairement être posé, on peut parler là, de traits limites, des fois, autant chez les enfants que chez les personnes d'âge adulte, justement. Puis, c'est ça, dans le sens qu'il y a comme plusieurs niveaux, en fait, là, de diagnostic. Des fois, il y a des recommandations de diagnostic aussi qui sont faites. Donc, sans nécessairement avoir un diagnostic à proprement parler, là, ça aide en intervention que de savoir là, que, OK, il y a des traits limites, de les nommer, puis justement de les connaître pour mieux intervenir. Oui. Puis, on avait dit tantôt qu'on allait commencer par cette question qu'on t'a même pas posée, mais que je trouve intéressante de te demander. C'est quoi ta quote, ta citation, on va le dire en français, ta citation qui... Je pourrais dire préférée, qui te représente. J'ai cherché dans ma dernière. J'ai cherché, puis finalement j'ai trouvé. C'est tiré d'un jeu de vidéo.
Puis c'est Animal Crossing. Je sais pas Oui! si... Ben oui! Puis il y a comme une petite voyante chat dans une tente sur son Oui, terre. oui. Puis à un moment, je sais pas, elle a dit un moment mauvais n'est qu'un mauvais moment. Non, un mauvais moment n'est qu'un moment mauvais. Je l'ai dit en l'envers. Attends, recommence. Oui, c'est ça. Elle a dit que un mauvais moment n'est qu'un moment mauvais. Puis ça me fait réfléchir parce que en disant à l'envers, tu te rends compte que même si c'est un mauvais moment, c'est juste un moment qui est mauvais, puis c'est pas tout le temps. Ouais. Fait que quand je suis en down, que là j'ai l'impression que la vie c'est de la merde, puis ça me sert plus à rien, là, j'essaie de me rappeler ça, que là c'est juste un mauvais moment. Puis que ce moment-là, il va se terminer. Là. Mais que c'est normal que là, je le vive mal. Ouais. Mais c'est ce moment-là. Point. Ah, ben j'aime beaucoup ça comme citation. C'est tellement tout simple. Puis c'est une citation justement que quand tu t'es justement comme dans une sorte de tempête ou que comme t'arrives pas à y voir clair, que tu sais justement, c'est fait une tempête pour comme, que t'arrives pas à voir une fois que ça va se calmer. Ben tu peux juste te répéter ça, cette phrase-là toute simple. Puis te ramener au fait que c'est pas invalidant. En effet, c'est pas le fun sur le moment, mais c'est temporaire. Mm-hmm. C'est temporaire. Puis, tu sais, moi, ce que je répète souvent aussi aux gens, c'est que dès que tu sens qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour t'aider, qui t'enlève un pas sur les épaules, ben tu peux tout surmonter tant et aussi longtemps que tu sais que t'es pas seul à le soulever. Ben, en tout cas, je trouve que ça se rencontre bien ensemble, que de savoir que c'est temporaire, ce qui va mal, mais aussi qu'on n'est pas seul à le vivre. Ouais. Si tu parlais un peu des downs, est-ce que aujourd'hui encore tu vis ce genre de sentiment de tempête, qu'on pourrait dire là? Oui. Oui. Question facile. Oui, ça m'arrive encore moyennement souvent. J'ai de la misère à te donner comme un chiffre exact, là, mais tu sais, oui, ça arrive que ça file pas pantoute, que là, mais c'est ça, je laisse le moment, tu sais, je le vis, puis je fais comme, ça va passer, j'ai pas le choix, là, je le vis, puis c'est tout. Puis, comment t'arrives à prendre soin de ta santé mentale dans ces moments-là de tempête, justement, versus dans les moments qui sont plus calmes? Ben déjà, j'essaie de pas mettre la pression de bien aller. Ouais, c'est beau ça. Parce que, tu sais, souvent quand j'avais mes grosses crises de down, là tu sais, j'ai des downs, mais avant j'avais des crises. C'était extrême. On me disait tout le temps, tu sais, tu vas bien aller, là, ça va mieux aller, puis là, je frustrais parce que oui, peut-être, mais là, ça va pas. Puis là, je veux bien aller, mais ça marche pas. Là. Fait que là, je me mettrais comme beaucoup de pression à mieux aller, mais ça me faisait juste plus me décourager. Là. Ça m'enfonçait plus à faire comme, ben, je suis de la merde, je suis même pas capable de bien aller, là. Je suis même pas capable de sourire parce que je suis triste, tu sais. Ça te mettait une pression supplémentaire, là. Exactement. C'était un peu de la positivité toxique, puis ça, on le voit beaucoup dans la société en général, juste même pendant la pandémie, ça va bien aller. Ben non, ça se peut que ça aille mal, puis il y a plein de situations qui vont faire en sorte que il y a des moments dans nos vies que c'est des tempêtes. Tu sais, les tempêtes, si toi t'es ressens, même si moi j'y vois pas, la tempête est là pareil. Puis je pense que la première étape, c'est de l'accepter, parce que si on essaie de juste combattre la tempête, elle va juste grossir et grossir, là. Oui, exactement. Oui, absolument. Puis c'est souvent ça, en fait, qui arrive, mais tu nous as parlé un peu plus tôt, là, que tu vivais de l'anxiété également, mais l'anxiété, ben, plus tu tentes de la contrôler, plus qu'elle augmente. Oui, c'est des sables mouvants, là. C'est ça, et c'est des sables, j'adore l'image, des sables mouvements. Des sables mouvants. Ouais. Puis, tu sais, aussi, ben, c'est ça, s'entourer de gens, je pense, qui... En tout cas, je sais pas si on peut voir ça comme une astuce de santé mentale, mais s'entourer de gens qui sont sensibilisés sur les hauts et les bas qui viennent avec le TPL puis son état de santé mentale, en fait, j'imagine que ça doit aider.
Oui, mais ça explique aussi des fois les comportements que tu peux avoir, là, parce que, tu sais, je veux dire, je fais pas exprès des fois à... Tu sais, je sais que j'ai des clivages, que parfois aussi que je peux aimer quelqu'un, puis à un moment donné, je fais comme... Je suis taillée, mais je fais pas exprès, ça fait partie un peu de mon trouble. Mais c'est bien que je l'exprime à la personne que, tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui déclic en moi, puis que là, à un moment donné, ça me tente plus de te voir, mais c'est pas... C'est que là, il y a quelque chose dans ma tête que... Mais prends-le pas personnel, tu sais. Ça va peut-être en changer, là. Puis ça m'attriste aussi que ça arrive, parce que ça défait des amitiés aussi. Mais c'est pas... J'ai tombé dans le... Pardon. Ah, ben, pas de problème. Je suis partie dans mes souvenirs. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même... je sais pas si c'est pas vraiment un symptôme, le clivage, mais... Je sais pas si... Mais c'est pas un symptôme, un critère diagnostique. Non, mais ça reste un comportement. C'est un comportement qui est fortement là, associé au TPL, le clivage. Ouais. Puis comme tu l'as expliqué, en fait, là, c'est comme notre sentiment envers une personne, puis donc nos comportements dans la relation, ben ça va passer d'un tout ou rien. Ouais. Tu sais, c'est comme l'immense différence, distinction qui se fait entre les deux. Puis ça peut, tu sais, considérer dans le TPL comme une grosse peur de l'abandon, ben il y a des liens à faire entre les deux justement, parce que tu sais, t'as peur de l'abandon, mais t'as comme une personnalité qui va tendre à, sans nécessairement abandonner les autres, mais à abandonner les relations avec les autres. Tu sais, les mettre comme sur un piédestal, les idéaliser. Puis après, ben t'as comme de les détester ou d'en leur en vouloir de ne pas arriver à atteindre ce point, ce piédestal-là. Ouais. Ce piédestal-là. Puis, tu sais, tu as parlé qu'il y a certaines, justement, au fil du temps, il y a des relations qui ont été difficiles à cause de ça. Il y en a même qui ont été perdues, de ce que j'ai compris. Dans comme la maturité que tu as pris dans l'évolution là-dedans, comme tu parles justement de les exposer aux gens, de leur dire, mais tu sais, c'est possible que ça arrive, puis c'est pas un reflet en fait de l'amour que j'ai pour toi, puis c'est pas non plus un reflet de la valeur que tu as. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou en fait d'autres choses qui t'aident dans les relations pour pas nécessairement compenser, mais... Que les relations soient plus stables. Pour en fait compenser le clivage qui est naturel. Ben, c'est sûr que je suis pas très bonne dans les relations. Ça, j'ai encore beaucoup de difficultés. Mais je pense que c'est beaucoup de s'auto-questionner. C'est beaucoup de faire comme, est-ce que c'est vraiment ça? T'sais, est-ce que cette chose-là s'est passée vraiment comme ça ou c'est comme ça que je l'ai perçue? Au lieu de faire comme, il a dit ça, puis l'enfoiré. Désolée. Non, mais la perception a beaucoup d'impact sur comment on va vivre les situations. Puis, tu sais, c'est vrai, tu l'as dit, la communication, c'est un art, être capable de bien communiquer. Puis on est tous des humains différents, donc on communique tous différemment, puis on entend tous différemment aussi. T'sais, on voit pas les choses de la même manière. Fait que je pense que ça peut être en général juste un bon truc de s'assurer de ce que la personne voulait dire par là ou comment elle se sentait en disant. Oui. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est pas juste pour les TPL, c'est pour tout le monde. Non, c'est ça. Absolument. Puis tu sais, on dirait que comme j'ai l'impression que parce qu'il y a comme des défis qui sont comme peut-être plus visibles chez une personne qui a un TPL, mais ces défis-là, en fait, sont pour tout le monde. Puis je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut justement apprendre à quelqu'un que ces défis sont tellement comme visibles, tellement même des fois envahissants dans son fonctionnement, qu'elle a dû compenser en trouvant plus de trucs adaptés, en allant genre justement comme des fois à des thérapies, en se renseignant sur le sujet. Ben, on peut tellement apprendre plus parce que c'est des défis en fait qui sont parfois partagés par tous et chacun. Puis communiquer, questionner justement sur moi j'ai ressenti comme tel. Puis sans nécessairement invalider mon ressenti, je souhaite qu'on le questionne ensemble parce que c'est possible qu'il y ait un écart.
en ce que toi, tu voulais me faire savoir, puis ce que moi, j'ai compris. Et je voulais juste dire, je trouve ça bien que tu dises sans invalider ton ressenti, parce que, comme on a dit tantôt, si toi tu l'as vécu de même, ben c'est quand même comme ça que tu le ressens, mais peut-être que la personne, c'était pas son but que tu le ressentes comme ça, là. Tu sais, souvent, ce que je dis, c'est qu'en fait, surtout comme quand il y a de l'anxiété également, là, l'anxiété, c'est futé. Puis le problème avec ça, là, c'est que c'est futé, c'est vicieux. Puis des fois, plus qu'on est intelligent, donc plus que même qu'on va développer justement des outils qui vont être efficaces, s'auto-questionner de manière efficace, ben des fois, plus que l'anxiété va devenir efficace aussi. Puis c'est ça qui est comme un des pièges, puis en fait, qui est bien d'avoir des fois un regard extérieur qui est possible là, grâce à un suivi psychosocial, grâce à un intervenant ou une intervenante. C'est que ben nous, on reste dans une pensée qui va vouloir se confirmer, en fait. Oui. Qui va aller chercher des indices dans l'environnement, dans les discours, pour confirmer ce qu'on croit déjà, même si ce qu'on croit déjà souhaite pas notre bien ou est destructeur. Mm-hmm. Donc, c'est bien d'avoir des fois là, ce reflet-là qui est fait là, par une entité qui est neutre. Oui. Puis, en tout cas, ce qui m'amène à notre dernière question pour cet épisode. En fait, toi, en tant que personne, Cathy, comment est-ce que tu arrives à garder une bienveillance à ton égard? C'est pas toujours facile. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Il y a des journées que tu te regardes dans le miroir et tu fais comme « Oh! » Mais c'est des fois juste trouver un petit quelque chose. Tu sais, te féliciter pour chaque petite chose. Tu sais, moi, là, c'est dur de faire ma vaisselle. Ça me tente pas. Mais, mon Dieu, quand je finis ma vaisselle, je me fais un faille. Tu sais, fait que c'était pas ça la question. Ben, ouais, c'est comment ça. tu peux garder un regard bienveillant? Bienveillant. Moi aussi, j'ai la misère. La bienveillance, c'est ça. C'est au lieu de me faire comme, c'est ça, hey, tu te félicites pour juste faire la vaisselle, ben, je fais comme, ben, je l'ai fait. T'es malade, là. Tu sais, il y avait ma psychologue jeune qui m'avait dit « On a toujours le choix. » Puis je fais « Non, j'ai pas le choix d'aller à l'école. » Puis là, elle m'a dit « Non, t'as le choix. » Puis je fais « Ben non. » Puis là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis en fait, j'ai fait « Oui, j'ai toujours le choix. J'ai le choix de rester couché puis rien faire. J'ai le droit. J'ai le choix de le faire. » Mais là, j'ai choisi de me lever. Fait que c'est un choix que j'ai fait. Fait que bravo, Kat, tu t'es levée. Bravo, Kat, tu t'es brossé les dents. Tu as fait le choix de le faire. Fait que, tu sais, c'est ça que j'essaie de garder comme regard bienveillant, c'est que j'ai fait des efforts. Parce que j'ai longtemps pas voulu être en vie. Là, je vis. Donc, je peux bien me féliciter pour les petites choses que je fais. Fait que c'est ça mon regard bienveillant vis-à-vis de moi. Les petites victoires sont autant importantes, puis c'est aussi... Tu sais, moi, je le vois beaucoup quand tu as plusieurs petites victoires, ben, si tu les accumules tous ensemble, ça fait une grosse victoire. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, dans la bienveillance, c'est être dans la douceur, d'accepter aussi que des fois, comme tu dis, il y a des moments qui sont plus rough, mais tu peux dire, hey, ben, j'ai passé au travers de ce moment-là, tu sais. Oui, tout à fait. On n'a pas, des fois, j'ai l'impression qu'on est tellement dans, je voudrais monter le mont Everest, tu sais. Mais t'as pas besoin de monter le mont Everest, là. Tu peux monter la petite montagne à côté, là. Mets tes souliers, c'est déjà bien. Ben, c'est ça. Ah oui. Ben oui, absolument. Puis tu sais, comme on peut avoir une tendance à se comparer avec ce que monsieur et madame, tout le monde montre de leur succès. Puis ça, c'est pertinent à dire, c'est ce qu'ils montrent. Ouais. Tu sais, les gens vont pas montrer leur échec par nature. Ils vont les montrer a posteriori, une fois qu'ils vont avoir réussi quelque chose en se disant bon, ben c'est grâce à cet échec-là, mais en règle générale, on les montrera pas. Mais quand nous, on se connaît, puis on sait justement c'est quoi nos difficultés, c'est quoi nos défis, n'importe quoi qu'on arrive à surmonter est un succès. Puis ça n'a pas besoin d'être un succès par rapport à son voisin, parce que c'est un succès par rapport à ce qu'on est, puis ce qui est difficile pour nous, en fait.
Puis tu sais, je pense que comme n'importe qui, si on est capable de diminuer nos standards, parce qu'on est tous pas à l'abri en fait, par exemple, de vivre un moment difficile dans notre vie qui fait en sorte que se lever le matin, c'est notre mot Everest de la journée. Absolument. Puis c'est ça que je dis quand on a comme tous énormément à apprendre parce que ces défis-là qui sont peut-être plus quotidiens ou qui sont peut-être plus gros pour une personne avec un TPL ou en fait pour n'importe qui, ben ils peuvent être vécus par n'importe qui aussi sans TPL également. Oui. Ou même sans anxiété. Puis en tout cas, moi je veux finir sur cette note-là parce que comme un peu on l'a commencé sur ton magnifique parcours où ben, initialement tu te pensais comme tu as vécu un moment de folie sociale dans ta vie, mais tu as toujours eu l'anxiété qui a été là, puis même l'anxiété sociale. Puis ben regarde-toi aujourd'hui, tu es capable d'être dans un podcast. Ouais. Ben, c'est ça que je tremble un peu à l'intérieur. Oui, ça te fait sortir de ta zone de confort. Oui. Ça c'est une très bonne victoire, on va se le dire. Oui. High five. On va te faire un high five aussi après l'épisode pour que ce soit de l'auto-validation et de la validation. Point. Ben, un gros merci de t'être ouverte à nous. C'est pas toujours facile. Puis je pense que, en tout cas j'espère, mais je crois vraiment que ça va être utile, qu'on va défaire des tabous par rapport à ça. Tu peux aussi devenir, sans nécessairement le réaliser, un modèle pour une personne qui vit des choses, qui a des ressemblances. Là. Ben, un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ben oui. Ben, également, merci, Cathy. C'était super enrichissant, honnêtement, comme échange. Puis, ben, je suis sûre que l'auditoire va avoir apprécié. Puis, on se dit dans 2 semaines pour notre prochain épisode.